Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur et aujourd'hui nous vous proposons un épisode exceptionnel enregistré depuis les bords du lac d'Annecy à l'occasion de la Maxi Race. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Annecy à l'occasion de la Maxi Race, l'un des plus beaux trails de France. Nous allons en première partie d'émission débriefer ensemble de cette édition 2023. Puis nous allons recueillir le témoignage de celles et ceux qui ont fait l'événement. Et en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Anne-Lise Rousset-Séguré, le trailer Vincent Viette, Dorian Louvet ou encore Sylvain Cussot. Bref, un plateau exceptionnel. Et pour débuter ce beau programme, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Séguré. Il est entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de trail. Il a suivi pour nous cette Maxi Race de l'intérieur et il va nous livrer son analyse sur cette très belle édition, aussi bien sur le format historique 88 km que le format marathon qui vient juste à l'instant de se terminer et qui a livré aussi toutes ses promesses. Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Comment est-ce que tu vas ? Eh bien, merci à toi Guillaume et puis bonjour à tous. Ça va très bien, on a vécu une course extraordinaire, il fait super beau, les montagnes sont belles, donc c'est parfait. Ah bah c'est vrai qu'on a été gâtés cette année sur la Maxi Race dans des conditions exceptionnelles. Je pense ça aurait été difficile d'espérer mieux. On nous avait prédit aussi un plateau de légende cette année, notamment sur le format 88, avec des grands noms de l'ultra tels que Pao Capel, Dimitri Mitayev, Andreou Simon aussi. Malheureusement, aucun d'entre eux a répondu présent. Concours de circonstances, il y a eu beaucoup de don't non-start. Évidemment, ça a laissé le champ libre pour d'autres athlètes tout aussi talentueux, tels que le Portugais Miguel Arsenio, Aurélien Dumont-Palas ou encore Simon Gosselin qui a fait forte impression. Alors certes, ce plateau restait relevé. D'ailleurs, on va entendre tout à l'heure Aurélien dans une petite capsule qui, lui aussi, je discutais avec lui, aurait aimé justement peut-être que tous ces grands noms du trail soient présents sur cette ligne de départ. Toi, en tant qu'observateur, est-ce que tu t'attendais à quoi cette année avec cette annonce ? Et est-ce que tu es quand même satisfait de cette édition ou quand même pas un petit peu frustré d'avoir pas eu un peu plus de bagarre ? Ouais, après c'est vrai que du coup, il y a sur tous les trails, dans toutes les compétitions, on a toujours des DNS en fait des gros coureurs qui ne viennent pas, qui ne peuvent pas venir. Dimitri Mitayev, il a un problème de visa, il peut pas venir. On sait que il est russe et du coup, je pense qu'actuellement pour avoir des visas, c'est pas chose facile. Donc voilà, je pense que clairement, oui, Dimitri aurait pu se mêler à la bagarre. Andrew Simon aussi. Pas au Capel, je pense pas, clairement. Je pense qu'il a pas, il avait. C'est compliqué pour lui, ouais. Oui, clairement, il aurait pas joué devant, donc ça, je pense que ça va pas changer clairement la course. Après, voilà, donc ils sont là, ils sont pas là. Il y a une course, elle a été belle. Il y a eu mine de rien une belle bagarre parce que le podium et surtout l'ordre d'arrivée que l'on a, c'était pas le même 20 bornes avant l'arrivée. Donc c'est que ça a joué. Ça a été une course vraiment intéressante et je pense que du coup, justement, ce petit Portugais qui arrive là du Team Sport Alger, moi j'aurais pas mis une pièce sur lui en fait à la mi-course et c'est vrai que je voyais vraiment une bagarre entre Aurélien et du coup Aurélien Dumont-Palas et Simon Gosselin et c'est vrai que il y a eu la bagarre entre eux. Mais du coup, il y a eu une troisième personne qui est venue et qui a fait la surprise. Ouais. Alors nous, on le connaissait un petit peu puisqu'on l'avait suivi sur la Transgran Canaria, on l'avait vu et moi, il m'avait aussi impressionné de par déjà sa gestion de course, ses qualités aussi intrinsèques au niveau morphologique. Alors il est quand même, on est sur un coureur plutôt de petite taille mais bien bâti, qui a des grandes qualités athlétiques et on l'avait prédit d'ailleurs en tant que favori et il nous a pas fait mentir, donc on a été content de le voir, même si on est un peu triste quand même pour Aurélien qui restait évidemment notre chouchou.
que Français. Alors chez les femmes sur le 80 aussi, quelques absences comme l'Espagnole Claudia Trump qui avait fini quand même deuxième sur la TDS 2022. Mais une victoire là pour le coup française avec Fionia Porte qui clairement alors, elle a dominé de A à Z la course. Elle a jamais vraiment été inquiétée par ses poursuivantes. Maintenu un écart sur jusqu'à la mi-course et puis après elle s'est vraiment envolée vers la victoire. Je pense qu'on peut dire que Fiona elle a mis tout le monde d'accord aujourd'hui. Ouais, clairement, elle est partie d'entrée devant, elle a fait sa course à elle s'est souciée de personne parce qu'elle n'a pas eu vraiment de bagarre à faire. Et ça, c'est la meilleure course en fait que l'on peut faire parce que du coup, elle avait que elle à gérer. Donc, quand on fait la course que pour soi, c'est plus facile à faire une belle course, à gérer une belle course. Donc, du coup, elle avait vraiment tous les éléments pour réaliser une très très belle course. Elle a survolé la course, elle arrive, elle gagne avec une demi-heure d'avance. Il n'y a rien à dire, c'est bravo Fiona quoi. Ouais, il y a rien à dire et puis ça fait plaisir de la revoir parce que c'est vrai qu'elle avait, alors c'est pas n'importe qui, Fiona, on l'avait vu, je crois qu'elle a gagné l'Eco Trail de Paris, la 6000D, mais c'est vrai que c'était un peu plus discret notamment, elle a eu enchaîner quelques petites blessures et là ça fait plaisir de la revoir devant, surtout qu'on voit quand même que c'est une coureuse expérimentée. Très lucide, elle a beaucoup pensé à s'hydrater, vraiment elle ne loupait pas les ravitaillements, elle a pris son temps à chaque fois, elle a pris les bonnes décisions et je pense que ça c'est dû quand même à l'expérience de course. Ouais, ça fait longtemps après, ça fait un petit moment, elle était dans le team Adidas à l'époque, de la grande époque du team Adidas en trail et donc elle a une grosse expérience là-dessus, elle a une expérience du long et là je pense qu'on est sur c'est quelqu'un qui c'est pas spécialement la spécialiste de l'ultra, c'est pas une spécialiste du court. Mais je pense qu'on est vraiment sur une distance qui lui correspond très bien. C'est une montagnarde. Elle a fait beaucoup de ski alpi en fait cet hiver. Et là, elle se retrouve vraiment sur un parcours, sur un domaine qui lui correspond. Et elle l'a vraiment démontré avec de très belles qualités hier. Alors, un parcours quand même assez piégeux. Alors, là, cette année, la particularité, c'était quand même qu'il faisait chaud avec des premières chaleurs. Et on l'a vu sur l'arrivée, notamment chez les coureurs plus amateurs. Il y a eu quand même quelques petits malaises, des gens qui arrivaient vraiment très très blancs, la tête très étourdie. Ça faisait quand même un peu de peine. Donc là, vraiment, sur ces premières chaleurs, c'est la casquette d'entraîneur là aussi qui va parler, mais il faut quand même être très vigilant. Ouais, après c'est quelque chose à prendre en compte. C'est vrai que dans la gestion de course, il faut vraiment le prendre en compte. On est sur les premières chaleurs, donc le corps est pas habitué encore à thermoréguler correctement. Donc il faut vraiment penser à ça. Donc ça veut dire s'hydrater, mais c'est aussi beaucoup se mouiller en fait, essayer de faire redescendre la température corporelle et ça c'est très important. Moi c'est vrai que c'est la question, vraiment ce que j'avais demandé à chacun de mes coureurs, c'était à chaque fois qu'ils peuvent trouver une petite source, un petit bassin, quelque chose, en fait c'est tremper la casquette dedans, s'arroser en fait, essayer de faire redescendre la température. Pour moi c'était la clé aujourd'hui parce que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de petits malaises, de popcorn. En fait, c'est que dès qu'on montait un petit peu dans les tours, avec la chaleur qui tape sur la tronche, ça, forcément, à un moment donné, ça fait exploser. Et il y en a eu pas mal, et que ça soit chez les coureurs amateurs, comme tu dis, en cœur de peloton et tout, mais devant aussi, ça a été fort. Là, on rentre juste de la ligne d'arrivée et Anne-Lise qui essayait de répondre à une petite interview en fait, qui a été s'asseoir à l'ombre directement parce qu'elle commençait à voir tout blanc en fait, et donc il faut le prendre en compte. Alors justement sur le format marathon, alors là pour le coup grosse densité puisque cette année on avait quand même une multitude de coureurs et de prétendants au titre. Alors c'est l'Espagnol Antonio Martinez Pérez qui remporte la course devant Robert le Kenyan, Robert Pekmoy, mais qui aurait pu prétendre à la victoire, mais je crois malheureusement a eu un petit pépin d'aiguillage pendant la course et ça lui a peut-être coûté à la victoire aujourd'hui. Ouais, on peut, c'est toujours bon. Après, c'est à la fin, on sait toujours que, avec des scies, on coupe du bois, quoi. Mais bon, ils arrivent. Il y a eu un petit pépin d'aiguillage un petit moment, mais en fait, c'est le moment aussi où il était en train de se faire rattraper. Et comme j'en parlais tout à l'heure avec Anthony Felbert qui complète le podium, ils arrivent à 3 dans le dernier kill et il faut se départager. Et là, c'est vrai que quand on vient de prendre 40 bornes avec 3000 de positifs et 3000 de négatifs dans les jambes sous la grosse chaleur et qu'il faut se donner sur 1 kilomètre à bloc sur plat en plein cagnard, l'arrivée ça n'a pas dû être très drôle pour tout le monde, mais donc du coup ça a fait une course extraordinaire parce que le podium est de très 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 grande qualité et il y a eu une course en fait où jusqu'au bout ça a été très compliqué de pouvoir justement parier sur ce podium et sur cet ordre-là aussi à l'arrivée. Donc ça a fait une course, moi je trouve, qui a été vraiment très très bien. Et puis on parle du podium, mais tout ce qui a été même dans les 10 premiers, 15 premiers,
ça a été tout le temps en fait remis en question où beaucoup de coureurs, vu qu'il y avait une grosse densité, sont partis très vite. Il y a eu beaucoup de mauvaise gestion de course avec la chaleur aussi. Ouais, c'est parti, c'était fougueux au départ. Hein. Très très vite en fait. Et c'est vrai que du coup, certains qui sont partis moins vite, alors bien sûr, n'ont pas gagné, mais par contre ont joué les places, les top 5. Hein, donc clairement, le 4 et le 5, Arnaud Bonin, Gauthier Riot, sont partis très loin, en fait, au-delà de la 30e place, mais remontent 4 et 5. Donc bien sûr, est-ce qu'ils auraient fait la même chose en jouant un petit peu plus vite au début? Ça, personne ne le sait. Mais ça montre en fait la densité, la bagarre qu'il y a eu tout le long et avec beaucoup de places qui sont versées. Donc on a assisté à une course extraordinaire en fait chez les hommes aujourd'hui. Ouais, on a vraiment eu du très très beau spectacle. Alors chez les filles, c'est Anne-Lise qu'on va recevoir dans quelques instants qui s'impose sur le podium. Anne-Lise qui est en pleine prépa pour la Hard Rock 100. Une victoire aussi. Voilà, elle est allée la chercher aujourd'hui. Hein. On a vu qu'elle a été généreuse dans ses efforts. Ouais, bah, c'était pas facile. C'est vrai qu'on a eu petite surprise, inscription surprise cette semaine avec l'arrivée de Ruth Croft aussi, la néo-zélandaise. Et Ruth qui a été numéro 1 mondial, donc quelqu'un de c'est pas n'importe qui. Très 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 fort, qui est aussi comme Anne-Lise en prépa pour l'UTMB, donc qui prépare du long aussi, qui était une spécialiste du court à la base, qui prépare du long. Donc voilà, on a 2 filles qui sont pas sur un pic de forme aujourd'hui, mais qui tombent l'une contre l'autre avec un niveau très égal. Et ça a fait un fight où, dernier sommet, elles pointent à 12 secondes l'une de l'autre. Et ça a été jusqu'au bout, en fait, complètement indécis. Donc une très très belle course. Et puis c'est vrai qu'on parle de ces deux, mais en haut de la pointe de Talamarche du sommet principal, elles sont avec Laura Mougel qui revient sur elles en fait et qui commence à les inquiéter. Donc il y a eu une très belle bagarre aussi chez les filles avec une belle densité. Et franchement, ça a été un marathon aujourd'hui de très très belle qualité. Ouais, on a eu du beau spectacle. Alors justement, quand on regarde un peu ces parcours, ces sentiers de trail de la Haute-Savoie, on peut... Alors je prends par exemple le format 88 km. C'est vrai que moi je ne le connaissais pas. Je l'ai regardé, j'ai un peu observé, essayé d'analyser le parcours et je savais pas trop si c'était du lard ou du cochon parce que bon, 88 km, on est sur un format quand même plutôt court, 5000 mètres de D+. Voilà, une altitude qui reste quand même dans les standards, mais finalement un parcours très très piégeux puisque des belles côtes concentrées sur des petites parcelles de kilométrage, donc ça monte quand même assez violemment, des descentes aussi sur lesquelles on peut laisser exprimer sa vitesse, mais des sentiers quand même assez techniques, donc très très piégeux, beaucoup plus dur qu'il peut en paraître. Moi, c'est l'impression que j'ai. Ouais, alors après, il ne faut pas négliger, 88, alors ça peut paraître court pour des spécialistes d'ultra trail, mais dites ça à un marathonien. C'est ça, voilà, c'est que c'est trop court pour le long et trop long pour le court, donc du coup, ça rebascule les cartes. Pour moi, c'est un parcours qui est très complet, où mine de rien, il faut savoir courir vite, parce que quand ils sont partis, ça part pas à 6 au kill, hein. Donc ça court vraiment vite, et par contre, il faut arriver à tenir ça sur 10 heures. Et là, c'est vraiment très dur parce que, ok, il n'y a pas une grosse altitude, mais toutes les bosses qu'il y a, il faut se les prendre. Il faut prendre toutes les descentes aussi. Et il y a des plats au milieu. Quand on arrive au bout du lac, qu'on a 45 bornes dans les pattes et qu'il faut courir très vite sur le plat, il faut savoir le faire aussi. Et donc, on assiste en fait à une bagarre de coureurs très complets où ils sont capables de courir vite, ils sont capables de monter vite, de descendre vite, mais aussi de pouvoir tenir 10 heures. Et donc, en fait... Est-ce que c'est court, est-ce que c'est moins dur que du long? Absolument pas. C'est quelque chose, justement, c'est un format qui est très très difficile et il faut surtout pas sous-estimer ce format-là. Ouais, il faut être très polyvalent, bon en tout, un bon monteur, une bonne pointe de vitesse, un bon descendeur et aussi une bonne capacité à bien se ravitailler, une bonne intelligence de course et on l'a vu notamment avec le vainqueur portugais. Voilà, c'est plein de qualités en fait, d'intelligence et de gestion qu'il faut avoir aujourd'hui. Si on veut que ça soit jouer les premiers rôles ou même faire une belle course en fait en cœur de peloton, il faut savoir justement c'est une distance où il faut s'être bien entraîné sur une multitude en fait de qualités, mais aussi avoir les capacités de gestion de course qui sont très importantes avec la montagne, la distance et la chaleur que l'on a eue. Bah écoute Adrien, ce que je te propose c'est qu'on va écouter dans quelques instants le témoignage justement d'Aurélien Dumont-Palace qu'on a recueilli juste après sa course. Merci beaucoup d'avoir pris 5 secondes pour discuter avec nous. Je crois que tu es attendu au podium et puis je te dis à très vite. Eh bien, merci beaucoup et bonne journée à tous. Je vous propose qu'on écoute le magnéto d'Aurélien. C'est parti.
Alors je suis avec Aurélien du Mans Palace. Bravo Aurélien, tu viens à l'instant. Allez, ça fait même pas 1 heure que tu as franchi cette ligne d'arrivée. Tu finis deuxième à quelques minutes du premier. Tu bats ton record de plus de 23-24 minutes, je crois. On va parler performance dans quelques instants, mais avant ça, aujourd'hui des conditions exceptionnelles, une nuit étoilée, douce, un soleil radieux sur Annecy. Est-ce que tu as pris du plaisir à courir cette Maxi Race? Ouais, c'était un peu les mêmes conditions que l'an dernier. J'ai la chance d'habiter dans le coin, je connais le parcours et là c'est vrai qu'on a bien profité parce que, comme tu le dis, au Semnoz on voyait déjà le jour presque se lever, enfin du moins avec les étoiles, et on avait de la luminosité grâce à ça, et puis ensuite le soleil qui se lève, il y avait du monde de partout sur le parcours, donc c'est chouette sur une grosse organisation comme ça d'avoir une belle journée, que tout le monde puisse en profiter, coureurs, bénévoles, organisateurs. Justement, comment tu as trouvé ce parcours? Alors, les années précédentes, il y avait eu quelques soucis au niveau de l'organisation, des bouchons. Là, j'ai l'impression que les organisateurs ont vraiment corrigé et que la course est très très bien passée. Ça, c'est mon point de vue extérieur. Toi, comment est-ce que tu as vécu ces parcours, le terrain? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu l'as trouvé difficile? Est-ce que tu l'as trouvé technique? Est-ce que tu l'as trouvé piégeux? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors nous, c'est vrai que quand on fait la course devant, on n'est pas trop concerné par les bouchons, mais oui, c'est vrai que l'organisation, je crois, a modifié quand même pas mal de choses et ça se passe de mieux en mieux. Le parcours, c'était exactement le même que l'an dernier, là vraiment au virage près. Donc c'est un parcours, mine de rien, 88 km, 5000 mètres de dénivelé, c'est montagnard, mais pour nous les premiers, on court une grande partie du parcours. C'est vraiment un parcours où il faut savoir courir, il faut savoir grimper, il faut être polyvalent en fait. Il y a des parties plates et les conditions étaient parfaites. On a eu la chance qu'il ne pleuve pas tant que ça ces derniers jours, et du coup le terrain a bien séché parce que je m'étais entraîné sur certaines parties du parcours il y a encore 10 jours, 2 semaines, et c'était bien humide. Donc là on a vraiment eu des belles conditions. Alors on a un ultra trail finalement avec un format assez court, un peu plus de 80 km, 5000 mètres de dénivelé positif, mais quand même pas mal de montagnes russes. La première partie par exemple, sur les 20 premiers kilomètres, 1500 mètres de dénivelé positif, avec un départ en plat assez rapide. D'ailleurs c'est parti je crois assez vite, et tout de suite on est dans le bain. J'ai l'impression que sur la Maxi Race, il faut savoir doser l'effort, il faut savoir bien optimiser ses réserves. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est très difficile, notamment cette première montée, parce que, comme tu le disais, c'est une montée où je crois que je dois marcher au total peut-être 3 minutes, et peut-être même moins, et c'est pas mon plus gros point fort. Je préfère quand ça marche avec des bâtons dans des pentes raides, et ça me fatigue. Voilà, je travaille pour m'améliorer sur ce point-là, mais oui, il faut vraiment bien doser, parce que les grosses difficultés, elles arrivent après Doussard, sur la deuxième partie, le col de la Forclaz, le Roc l'Encrenaz, et puis la montée du Verrier là, avec la chaleur, et là on court déjà beaucoup moins, et il faut savoir marcher là. Ouais, c'est l'impression que j'ai. Il ne faut pas forcément exceller en descente, exceller en montée ou exceller sur le plat, mais il ne faut pas avoir de lacunes sur ce parcours. Ouais. Qu'est-ce qui t'a manqué finalement, tu penses? Est-ce que c'est de la fraîcheur? Est-ce que c'est peut-être un manque de course, puisque tu as une année compliquée l'année dernière? Tu aurais très bien pu jouer aujourd'hui le podium, la victoire. C'est l'impression que j'ai eue moi. Ouais, j'étais venu pour le podium. J'étais surtout venu pour améliorer mon chrono l'année passée. Je m'étais dit que si je pouvais me rapprocher des 9h, ça aurait été top. Là, je mets 8h50, donc voilà, il n'y a rien à regretter. Et ouais, comme tu le disais, j'ai fait une bonne saison de ski. J'ai mis un petit peu de temps à passer à pied. Je voulais pas y aller trop vite non plus. J'ai pris mon temps. J'ai fait une petite course de prépa là, il y a 3 semaines au niveau Les Revards, donc à 50 bornes, où j'ai vu que j'étais pas encore au top sur les parties roulantes ou quand il faut vraiment courir. Là, c'est une course où il faut courir aussi. Mais bon, ça valide quand même un bon palier, une bonne prépa, et je vois que la forme est meilleure que l'année passée à la même période, donc c'est tout bon pour la suite. C'est tout bon pour la suite à mon avis, il y a de belles perspectives. Et justement, quels sont les prochains objectifs? Est-ce que déjà tu te projettes? J'imagine que tu es aussi rassuré, notamment par rapport à l'année dernière que tu as eu quelques blessures. Là je pense que tu t'es rassuré, donc tu es tourné vers l'avenir, et tu es tourné vers quoi? Ouais, non, là il n'y a plus de douleur du tout. Je le sentais que j'étais bien frais ces derniers temps, que je sentais que la forme montait bien, donc ça se confirme aujourd'hui, c'est le cas. Et donc là maintenant je vais me lancer sur la prépa pour la Hard Rock le 14 juillet aux États-Unis. J'ai la chance de pouvoir aller sur cette course mythique d'Ultra Trail, et sur une course qui je pense peut bien me convenir. Donc je suis vraiment impatient là de préparer cet événement et d'aller là-bas aux États-Unis, profiter du lieu, de la course, de l'événement.
J'imagine que c'est une course mythique et voilà, j'imagine l'enthousiasme que tu dois avoir. Alors il y a une particularité aussi avec toi, c'est que tu es kiné mais tu es aussi un jeune papa. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Parce que c'est un sujet assez d'actualité. Nous, on a fait quelques épisodes autour de la parentalité et justement, voilà, je voulais profiter un peu de ta présence. Qu'est-ce que ça change finalement d'être papa et ultra trailer? Ben forcément, ça demande des responsabilités. Après, j'ai la chance avec mon boulot de kiné d'organiser mon emploi du temps comme je veux. Mes sponsors m'aident de plus en plus, donc je peux consacrer de plus en plus de temps à mon sport et du coup à ma famille. Donc j'organise l'emploi du temps en fonction de ça, je passe du temps avec lui et puis on a la chance, pour l'instant je touche du bois, mais avec ma copine c'est qu'on a un bébé là qui a bientôt 11 mois et tout se passe bien, il a toujours fait ses nuits, on l'a emmené à la Réunion avec nous l'année passée, c'est vraiment non, c'est que du positif, franchement on adore, donc je me sers plutôt de ça comme une force plutôt que de le voir comme une contrainte. C'est sûr que quand il fait ses nuits et qu'on peut bien récupérer et bien dormir, généralement ça facilite quand même les choses. Mais tu as raison, effectivement, j'imagine que tu as dû penser à ton bébé pendant la course et que c'est une vraie force. Ouais, ma copine est venue à partir de la mi-course à Doussard, donc je le voyais dans ses bras et puis je l'ai pris à la ligne d'arrivée dans les bras. Exactement, voilà, sur la ligne d'arrivée avec ses photos magnifiques et puis voilà, c'est comme ça qu'on crée du lien. Écoute, merci infiniment d'avoir partagé avec nous ton petit débriefing à chaud. On a hâte de te revoir aux États-Unis. Je crois aussi que tu as prévu d'aller du côté de l'île de la Réunion. Alors je ne sais pas si c'est encore vraiment officiel ou si c'est acté, mais de belles courses en perspective. Ouais, on n'a pas pris les billets, mais oui, le planning, en faisant la hard rock, j'ai pas envie de faire l'enchaînement avec l'UTMB, donc il y a 2 courses qui me font rêver, c'est la hard rock et la diagonale des fous. L'année passée j'avais pas pu parce que le bébé est arrivé à cette date là, j'ai été blessé en fin d'année, donc j'ai une seconde chance cette année et ouais, c'est vraiment 2 courses mythiques qui me font vraiment envie, dont le profil me correspond bien, donc j'espère que tout se passera bien cette année. Bon hâte de te voir courir dans ma fat alors. Je te dis à très bientôt et puis bonne récupération. Merci. Retour au studio, on écoutera juste après cette rubrique le témoignage aussi de Fiona Porte qui est la détentrice de la première place sur cette édition 2023. Mais je vous propose maintenant qu'on accueille deux autres champions de cette Maxi Race. À commencer par le premier, il est trailer et entraîneur de haut niveau. Il officie maintenant en tant qu'athlète et manager chez la Team Salomon. Et il a terminé hier la Maxi Race sur le format 80. Il s'agit de Vincent Viette. Vincent, merci d'avoir accepté cette petite participation en podcast. Est-ce que tu as bien récupéré depuis hier ? Écoute, c'est toujours dur de faire la Maxi Race, 80 km, 5000 mètres de D+, mais ça va, il fait beau. T'as bonne mine en tout cas, je te trouve assez frais, tu vois. Et puis même Dorian, puisqu'il est avec nous. Dorian, un autre champion, il a été champion de France du 3000 mètres steeple, un spécialiste de la piste. Il a aussi participé à la célèbre émission d'aventure Koh-Lanta. Et depuis maintenant 1 an, je crois, t'opères une petite transition de la route vers le trail. Dorian Louvet, merci d'avoir accepté de participer toi aussi. Alors toi, t'as encore bonne mine, mais je crois que ça a été un peu dur aujourd'hui. T'as terminé il n'y a même pas une demi-heure la marathon avec une très belle. Je crois que tu finis 23, 24e, c'est ça avec Ouais, 26, je crois. Ouais, 26e avec un plateau quand même très très relevé. Félicitations, comment est-ce que ça va ? Ça va très bien, je suis plutôt content, ça se met en place doucement. Je pensais même, en fait, j'ai même pas regardé le classement, on me l'a dit à l'arrivée, je croyais que j'étais 50e. Ouais. Je suis parti lentement, donc une bonne gestion de course, ça se met en place doucement. Alors comment tu as trouvé ce parcours pas si simple que ça, dans des conditions météo, il faisait quand même un peu chaud. Là, c'était ta première course après le marathon de Paris. Comment est-ce que tu as trouvé ce parcours ? Ouais, j'avais couru un trail de 32 km la semaine dernière, mais beaucoup plus roulant. Donc là, 3000 mètres de dénivelé, ça me faisait vraiment peur. J'ai décidé de ne pas prendre les bâtons parce que les objectifs que j'ai sur la suite de la saison, je n'aurai pas les bâtons. Et en vrai, j'ai pas regretté. C'était très difficile quand même, des parties très techniques. J'ai pas encore trop l'habitude de ça. Mais je suis à ma place aujourd'hui. Après, j'ai des ambitions un peu plus hautes, mais le chantier se met en place doucement. Et puis, c'était juste magnifique. Après, c'est vrai qu'il a fait très chaud. Heureusement qu'on est parti à 6h30. J'ai pensé à ceux de la Marathon Experience qui partent à 8h30. Je me dis qu'ils vont avoir très chaud parce que sur la fin, ça commençait vraiment à taper. Toi, maintenant, tu as vraiment envie de te spécialiser sur trail, si j'en crois ce que tu es en train de nous dire ? Ouais, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de changer. Je suis passé sur la route, c'est bien un petit peu, mais j'ai aussi envie de m'amuser sur le trail.
Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime la compétition et j'ai pas juste envie de participer. Donc c'est quand même très très difficile de passer de la route au trail. C'est spécifique vraiment. Et ceux qui ne le pensent pas, il faut qu'ils essayent pour le comprendre. Et voilà, il y aura pas mal de courses cette année et ça va me servir d'expérience. Alors justement, la transition, elle n'est pas forcément simple à faire. Alors là, voilà, c'est le début des beaux jours. On arrive en été. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui vont vouloir eux aussi s'essayer sur les sentiers. Néanmoins, la transition. Alors toi, tu as fait en plus de la piste, de la route, mais la transition route montagne, elle est pas impossible, mais c'est quelque chose à pas prendre à la légère, puisque c'est quand même. Ah oui, c'est de la course à pied, mais c'est quand même 2 efforts différents. C'est le même sport, mais 2 efforts différents. C'est pas toi qui vas me contredire, Vincent. Non, c'est vrai que ça demande des spécificités différentes de faire du trail, notamment les descentes, les parties techniques. Il faut adapter son pied, il faut adapter son corps au niveau musculaire. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place dans la transition route-trail, surtout pour des coureurs qui, comme Dorian, habitent en plaine. Du coup, il faut faire un peu de renfort, de muscu, faire beaucoup de travail de pied. Et après, il y a du spécifique qu'on ne peut pas enlever. Donc, il faut faire des courses de prépa, comme a fait Dorian, et faire une descente de 1000 mètres de dénivelé. Ça, on peut jamais on peut jamais changer ça. Donc, il faut venir faire des blocs en montagne. Et surtout, il faut mettre de la progressivité. Donc, ça, c'est sûr pour se préserver au niveau musculaire. C'est vrai que moi, je l'ai constaté notamment sur le format Maxi Race cette année. Il y avait énormément de jeunes. Je ne sais pas si tu l'as remarqué toi aussi, mais ça m'a vraiment marqué. J'en parlais aussi avec Fiona et on s'est dit, on voit vraiment qu'il y a un changement en fait, des profils là sur trail, sur les formats plus courts ou même sur les formats maintenant plus longs, avec des jeunes qui n'hésitent pas même à aller faire tout de suite des ultras. Alors est-ce que c'est la bonne stratégie ou pas, ça, chacun jugera en fonction de ses sensibilités. Mais c'est vrai, Dorian, c'est pas automatique parce qu'il y a beaucoup de coureurs sur route qui ont des qualités de vitesse, qui ont des qualités même musculaires et qui peuvent se dire ça finalement c'est un petit peu de prépa, mais non, c'est toi-même tu l'as constaté, c'est quand même une stratégie sur le long terme qui prend du temps, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts quoi. Ouais, je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt aussi pour le trail, c'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes aussi qui sont dessus. Il y en a aussi de plus en plus qui passent de la route au trail et aujourd'hui on n'a encore jamais vu un routard qui est arrivé sur le trail et qui a tout éclaté directement. Donc je pense que c'est qu'il y a une raison et effectivement moi je le vois, j'ai fait le marathon de Paris il y a 2 mois donc c'est pas loin. Aujourd'hui sur les 25 personnes devant moi, je sais pas, mais je suis pas sûr qu'ils fassent tous mon chrono sur marathon. Pourtant, je les ai pas vus de la journée. Voilà, donc c'est qu'il y a vraiment des choses à mettre en place, notamment effectivement le dénivelé négatif. Moi, c'est là où je souffre le plus aujourd'hui. Ouais. C'est les quadris, ça tape quand même assez fort. Et c'est vrai que quand on habite en montagne, on est quand même avantagé pour l'entraînement. Après, on s'adapte. On va faire des courses un petit peu, comme aujourd'hui. Moi, c'était vraiment une préparation pour d'autres objectifs. Et puis. On verra pour la suite. Ça, c'est l'une des difficultés quand on s'initie au trail et qu'on veut on veut essayer de développer ses qualités, être plus performant. C'est les descentes, parce que les descentes, ça fait peur aussi. Il y a la dimension peur de tomber, peur de se blesser, peur de se faire mal. Et c'est vrai quand on voit les spécialistes de la distance qui arrivent, j'ai l'impression à débrancher le cerveau et aller être à 15 à l'heure dans les descentes. Là, on l'a vu en plus sur ce parcours où les sentiers étaient quand même très étroits, avec pas mal de cailloux, avec pas mal de bosses. Toi, est-ce que tu as peur encore? Est-ce que tu appréhendes un peu cette partie descente? Comment tu gères ça? Est-ce que tu es plutôt dans la stratégie, de la gestion, ou tu te dis allez j'y vais, j'essaye de suivre tout le monde et je bombarde? Ouais, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je suis en montée, je me dis je suis pressé d'être en descente, et dès que je suis en descente, je me dis je suis pressé d'être en montée. Donc c'est assez drôle, mais en fait j'ai pas peur, j'y vais, mais je suis limité musculairement. Voilà, je sens que dès que je lâche un petit peu les chevaux dans la descente, au niveau des quadris, ça suit pas, et je peux pas en fait tout lâcher parce que sinon tu le payes après. Exactement. Et j'ai pas, là sur la dernière descente, je commençais vraiment à cramper au niveau des quadris parce que ça commençait à faire beaucoup pour moi, 3000. J'ai pas encore l'habitude de ça et c'est vraiment spécifique et ça se travaille. Et je pense que enfin, je sais pas Vincent, mais je pense que les courses elles peuvent vraiment se perdre en descente et c'est là où on perd le plus de temps parce que en montée en soi, l'écart
il est minime quand même. Ça se gagne en montée, le trail, et ça se perd en descente. Justement, quels seraient tes conseils, Vincent, pour cette partie un peu descente, si on veut se mettre à travailler dessus, qu'on n'a pas la chance de vivre en Haute-Savoie, mais on peut vivre à Lyon, Bordeaux ou Paris. Voilà, alors après, il y a toujours des petits parcours où on peut travailler, mais on ne va pas retrouver ce côté technique et voilà, ce côté aussi vitesse qu'on peut avoir. Voilà, quels seraient tes conseils pour bien gérer cette partie-là en termes d'entraînement, en termes de préparation? Qu'est-ce que tu recommandes, toi, à tes athlètes, par exemple, pour travailler la descente? Je pense qu'il faut travailler spécifiquement. Il n'y a rien d'autre que le spécifique. Donc, il faut faire des stages en montagne et puis il faut aller sur des parcours, se confronter à des choses techniques où on sort un peu de sa zone de confort. Voilà. Et puis, tout à l'heure, tu disais que les athlètes descendaient on débranchait le cerveau. En fait, moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que justement, les mecs qui vont très vite, ils ont une analyse du terrain en temps réel qui est incroyable. Ils savent où mettre le pied, rebondir, où mettre le bon appui au bon moment. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas... il y a une part d'inné, mais qui se travaille énormément. Et ça, c'est sûr que le spécifique... Alors, il y a le spécifique, mais il y a aussi le travail de renforcement musculaire, le travail de proprioception. Comment, toi, est-ce que tu gères ça? Est-ce que, par exemple, au même titre que les coureurs sur piste ou sur route vont faire beaucoup de musculation, c'est vrai qu'on entend peut-être un petit peu moins parler de cette partie renforcement musculaire, travail en salle, travail aussi avec charge. Est-ce que c'est quand même des fondamentaux de l'entraînement sur trail aussi? Aujourd'hui, pour être au meilleur niveau international, même national en trail running, tout le monde fait du renfort. Je vois Agnès Rousset, elle fait énormément de renforcement. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'incontournable. Travail excentrique avec de la charge et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas, qui est inévitable aujourd'hui et qui permet de progresser énormément. Après, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. 1 ou 2 séances de 30 à 40 minutes par semaine. Mais les bénéfices et les gains, ils sont exponentiels quand on commence à faire. Comment tu as géré, toi, au niveau de l'entraînement, Dorian, ta transition? Quelle a été la chose que tu redoutais et que finalement s'est bien passé, et inversement, ce que tu n'avais pas prévu et sur lequel tu as dû travailler dur? Non, pour le moment, ça se met en place tranquillement et j'ai pas de mauvaise surprise sur les gestions de course, en tout cas, que ça soit au niveau de l'alimentation. Voilà, j'ai juste eu des crampes là sur la fin, mais parce que j'ai pas réussi, j'ai pas bu, j'avais pas d'eau sur les 9 derniers kilomètres, commencé à taper et j'ai vraiment été un peu déshydraté. Après, moi, c'est vrai que j'habite en plaine, c'est pas facile, j'essaye de monter des marches, mais... Justement, comment tu t'adaptes quand tu vis en plaine? Comment tu arrives à essayer de... Là, en ce moment, je fais des courses le week-end, du coup, ça me fait voyager, mais... Donc, tu inclus la compétition dans ta préparation. Voilà, c'est ça un peu ta stratégie? C'est ça, j'ai couru dimanche dernier, mercredi, je refaisais 800 de dénive, alors c'est pas énorme, mais dans les marches à côté de chez moi, à monter, descendre, et puis je recourais aujourd'hui, donc voilà, je suis arrivé musculairement un petit peu fatigué. Mais voilà, c'est un choix et je vais continuer dans ce sens. Après, moi, il faut que je fasse à peu près 45 minutes de route pour essayer de trouver un peu de dénivelé. Il y en a, mais c'est compliqué à mettre en place. Après, effectivement, je commence le renforcement musculaire. C'est pas toujours facile de se motiver pour ça, mais je sais que c'est primordial pour le trail. Et puis, je continue un petit peu à me faire quand même plaisir sur du plat parce que je pense que la VMA, il faut continuer à la travailler malgré tout. Aujourd'hui, je l'ai vu au niveau cardio avec mes copains du jour. Au niveau cardio, dans les montées, j'étais quand même beaucoup mieux qu'eux et je pense que c'est pour ça que je pouvais aller un petit peu plus vite. Donc je pense que voilà, faut trouver le juste milieu et puis le renforcement musculaire, il va falloir travailler ça dur. Justement, la vitesse, c'est quand même un élément qui est de plus en plus important et on ne peut pas négliger cette partie-là, d'autant plus qu'on voit maintenant, et on l'a vu encore sur la Maxi Race, c'est des périodes de plat qui sont quand même assez importantes sur du bon bitume et les coureurs n'hésitent pas, sur la Maxi Race format 88, je parle. Parce que moi j'en ai pas trouvé beaucoup sur le format 88 ou même sur le l'UTMB ou sur certaines courses où il y a quand même des parcelles de plat importantes et on voit quand même que les qualités de vitesse des coureurs, des meilleurs, en tout cas des plus forts, elle est indéniable. C'est aujourd'hui des athlètes qui sont capables de courir des 10 km en 30, 33, 31, voire même moins de 30 minutes pour certains. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger et c'est une vraie force justement quand on vient de la route. C'est cette base, ce travail de vitesse, on l'a déjà. Comment on peut capitaliser justement sur ça selon toi, même si ça ne fait pas tout évidemment? Déjà, la vitesse, la VMA et la VMA ascensionnelle, c'est des paramètres qui sont corrélés. Donc forcément, si on est bon sur plat, exactement. Et puis après, aujourd'hui, quand on voit sur la marathon race, les 10 premiers, c'est des athlètes qui sont en moins de 31 sur 10 km, voire moins pour certaines personnes.
C'est des mecs qui confirment à 30 minutes sur 10, donc c'est des super athlètes, c'est des mecs qui ont du pied et qui vont vite. Et après, pareil sur marathon ou sur l'UTMB, sur des ultras, tous les élites devant, c'est des super athlètes qui courent très vite. On l'a vu avec Mathieu Blanchard qui fait 2,22 au marathon. Voilà, c'est des personnes qui savent courir, qui s'entraînent, qui travaillent aussi, qui font un gros travail de pied à l'entraînement. Et ça, je pense que c'est indéniable, même quand on court un 100 miles. Donc oui, la vitesse de base, c'est quelque chose qu'on travaille peut-être plus l'hiver, même pour les ultra-trailers. Et justement, une des particularités de cette vitesse, c'est qu'on essaye de la travailler en charge, parce que être rapide sur le plat quand on n'a pas un effort dans les jambes, c'est une chose. C'est un peu comme le triathlon, c'est-à-dire que ceux qui s'essayent, vous faites une vingtaine, trentaine, quarantaine de kilomètres à vélo et après vous essayez de courir tout de suite après, vous allez voir que les sensations, les jambes, ça va, même si vous êtes habitué, ça va pas du tout être la même chose. Donc comment est-ce qu'on va travailler ça ? Il y en a qui ont enchaîné par exemple des KV avec des 10 km plats. Toi, quelles sont les techniques un peu que tu pourrais donner à nos auditeurs ? Oui, en fait, travailler en pré-fatigue. Donc peut-être avant une séance de VMA, la veille, faire soit une séance de renfo ou alors faire une sortie longue. Travailler en pré-fatigue, c'est la clé pour réussir en ultra. Après, on peut travailler par bloc sur différentes périodes de l'année et travailler sa VMA par exemple l'hiver, développer sa vitesse à cette période-là et mettre juste des rappels et basculer sur un autre type d'entraînement à partir du printemps sur des gros volumes et faire juste des rappels de VMA, on ne perd pas les qualités qu'on a travaillées l'hiver. Voilà, c'est plus que ce que je fais. Voilà, j'ai travaillé le marathon tout l'hiver et puis maintenant on passe un peu sur des formats un peu plus avec du dénivelé, quoi. Dorian, quels sont les prochains objectifs ? Où est-ce qu'on va te revoir ? Et après on parlera un peu de toi, Vincent. Alors prochaine course, marathon du Mont Blanc. Voilà, dans un mois, donc même distance, un peu moins de dénivelé. Voilà, je vais un peu plus la préparer, j'arriverai un peu plus frais, donc j'espère pouvoir m'exprimer. Et puis ensuite, ça sera l'OCC, fin août. Voilà, une course mon premier trail l'année dernière que j'ai fait, et ça a été très compliqué pour moi les 20 derniers kilomètres, donc j'ai envie de prendre une revanche et puis j'ai envie d'arriver prêt pour pouvoir m'exprimer pleinement et essayer d'aller chercher quelque chose de sympa. Bon, que des belles courses en perspective. Et toi, Vincent, alors maintenant tu t'occupes, t'es team manager chez Salomon. J'imagine que ton expérience sur course, ça doit être assez apprécié pour conseiller les athlètes. Néanmoins, tu continues quand même à courir. Pas évident de concilier les deux, j'imagine. Oui, c'est pas facile. En plus, avec 2 enfants, c'est vraiment compliqué. Donc, je garde ce côté course parce que ça me permet aussi de me vider la tête et puis d'être toujours dans le milieu et de voir ce qui se passe au cœur de la course. Donc, je pense que c'est hyper important d'être sur le terrain. Et puis, tu vois, là, par exemple, après, j'ai pas d'objectif. L'objectif, c'est de m'occuper des athlètes dans la grosse saison tout l'été. Donc, le prochain objectif pour moi, ça va être la Western States avec Mathieu Blanchard et Cornet de Walter. Et puis après, préparer les athlètes sur tous les Golden Trail Series et puis l'UTMB. Bon, que des belles courses. Vous avez bien de la chance, les garçons. Merci à vous deux de nous avoir accordé votre temps. Je vous propose maintenant qu'on écoute le témoignage de Flora Porte, qui est la gagnante du format 80 km. Et on se retrouve juste après. C'est parti, Magnéto. Merci beaucoup, les gars. Salut Fiona, comment vas-tu ? Tu es là, alors pour décrire un petit peu à nos auditeurs, on est face au lac d'Annecy, assis sur l'herbe. J'ai vu que tu avais fait un petit peu trempette, on est confortablement installé. Comment est-ce que tu vas ? Je vois déjà que tu as le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, c'est une très belle victoire que tu ramènes. Est-ce que tu as apprécié ta course ? Salut, alors comment je vais ? Clairement, j'ai le sourire, oui, parce que je suis vraiment surprise par la performance que j'attendais absolument pas. Et franchement, j'ai eu une course qui s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Par contre, je suis quand même très très fatiguée. Bon, après, faut relativiser, c'est du sport, de la course à pied, donc on va pas se plaindre. Mais je suis partie, j'étais fatiguée et là, entre l'effort, la chaleur, j'ai vraiment là, je sens que mon corps, il est en train de me dire, c'était cool, apprécie, mais maintenant, va te reposer, quoi. Alors, tu n'étais pas venu pour gagner, là, c'est ce que tu nous dis aujourd'hui. Pourtant,
tu as pris les commandes de la course dès le départ, tu as imposé ton rythme, 20 minutes d'avance quasiment sur tes poursuivantes jusqu'aux 2/3 de la course. Ensuite, tu as encore accentué cet écart. Aujourd'hui, tu as laissé personne se mettre à ta portée. Alors c'était pas du tout voulu parce que en fait je suis venue avec un tendon d'Achille capricieux depuis 3 semaines. Donc dans ma tête c'était si déjà je vais à Doussard ce sera bien. Et puis après wait and see. Et en fait j'ai voulu courir vraiment dans ma bulle et centré sur mes sensations et voilà. Du coup je suis partie avec la musique dans les oreilles parce que c'est comme ça que j'arrive le mieux à faire abstraction de ce qui se passe autour et à gérer un petit peu mon effort. Et en fait, je me suis pas posé la question. En plus, on nous annonce comme il y a des relais, on nous annonce un coup première féminine, après quatrième féminine, après. Du coup, je me fiais pas du tout à ce qu'on me disait. Je me suis dit va à Doussard et vois quoi. Et à Doussard, par contre, là le copain qui me ravitaillait, clairement, il m'a dit oui, t'es première. Et là, dans ma tête, je me suis dit, maintenant, c'est bon, là, tu lâches rien. Ouais, c'est ça, c'est à ce moment-là où, c'est exactement. Et puis la deuxième partie, je l'adore, je la connais quand même assez bien. Et voilà, et je me suis dit, là, maintenant, fonce, c'est pour toi, quoi. Donc, réfléchis pas. Alors moi, j'ai suivi ta course quasiment de bout en bout. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est ta gestion, ton intelligence de course. Je t'ai trouvé très lucide, notamment avec le lever du soleil où tu as été assez vigilante à ton hydratation. Ce que j'ai remarqué, tu rigolais pas sur les ravitaillements, avec une avance qui a quand même été maintenue, une course dans la gestion. Je ne veux pas dire une course simple, mais en tout cas une course où chaque prise de risque était intelligemment faite. Est-ce que c'est comme ça que toi aussi tu l'as ressenti ou mon analyse elle n'est pas forcément la bonne? Disons qu'en fait je commence à être pas toute jeune mine de rien sur les circuits, sur les trails et maintenant je sais que prendre du temps à ravitaillement c'est pas perdre du temps, c'est vraiment surtout là quand on est sur des premières chaleurs, moi je préfère prendre 1 minute, 2 minutes, remplir mes flasques même si j'ai personne, bien m'hydrater, reboire pour pas commencer à taper dans mes flasques en partant. Et puis, si possible, me mouiller la tête. Là, aujourd'hui, je me suis pas mal mouillé la tête, mouillé les jambes, vraiment pour faire baisser la température corporelle. Et c'était encore pas suffisant, parce que la montée au Verrier, j'aurais eu un robinet, je me serais mis dessous, j'en pouvais plus. Il faisait vraiment, vraiment chaud. Mais voilà, je sais maintenant que, clairement, pour optimiser, on va dire, sa réussite sur une course quand il fait chaud comme ça, c'est vraiment primordial de prendre le temps de s'arrêter sur les ravitaillements. En plus de ça, quand on a la chance d'avoir des gens, moralement, je trouve que ça fait vraiment du bien. Et voilà, pour moi, c'est vraiment du temps de gagner parce que le mental, il compte beaucoup. Et voilà, quand on prend du temps en ravitaillement, mentalement, on se refait. Physiquement aussi, donc ouais, j'ai préféré vraiment prendre ce temps-là. Alors, cette belle victoire, j'imagine qu'elle te laisse maintenant, surtout que tu as connu quelques périodes de blessures, tu as eu des hauts et des bas. Quelle est la suite? Où est-ce qu'on va te voir maintenant? Parce que voilà, on s'imagine que tu dois avoir quand même des idées en tête maintenant. Alors, si je parle avec mon ambition profonde d'ardéchoise, j'étais partie sur le fer de Lavaredo qui est dans 3 semaines. Ouais. Mais voilà, déjà je vais me poser, voir comment je récupère. Je serai à Cortina dans tous les cas le 20 juin. Et voilà, je pense que autant si je le sens, je prendrai le départ. Si je vois que j'ai clairement pas récupéré, peut-être rester sur quelque chose de positif. Et puis voilà, donc Lavaredo et la TDS parce que l'année passée, elle m'a un peu laissé sur ma faim parce que j'ai dû abandonner à Beaufort au kilomètre 98 et t'as une revanche à prendre. Et j'aime pas trop, ouais. Bon, écoute, on espère te revoir du côté de Chamonix. Bonne récupération, Fiona. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de ton temps. Et puis encore bravo pour cette course parce qu'aujourd'hui, tu as été majestueuse. Ça a été un plaisir de te voir. Voilà. Et puis en plus, une Française qui gagne Annecy, c'est un plaisir. Donc encore bravo, bonne récup et à très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Retour au studio, j'ai le plaisir maintenant d'avoir face à moi Sylvaine Cussot. Sylvaine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation après ta maxi race. Est-ce que tu as bien récupéré toi aussi? D'autant plus que je crois que l'hôtel où tu dormais, il était un peu bruyant. Ouais, c'est vrai. On dormait dans le même hôtel. Salut Guillaume. Merci à vous de me recevoir, c'est toujours un plaisir.
Oui, l'hôtel, surtout la nuit de la course, quoi, bizarrement. Ça aime faire la fête à Annecy, hein. C'est Ça suscite pas trop des problèmes de voisinage. C'était assez tentant de les rejoindre, on entendait les bières et tout, mais bon. Alors, moi, j'ai suivi ta course, Sylvaine. Une première partie, j'ai eu l'impression assez compliquée. Et puis, un retour sur les chapeaux de roue. C'est quoi ton secret ? Comment tu arrives comme ça à avoir des seconds souffles, à relancer ? Parce que moi, voilà, c'est un peu maintenant ta marque de fabrique. T'es une coureuse de deuxième partie de course, quoi, j'ai l'impression. Ben ouais, mais là, c'est pas revenu comme je l'aurais aimé, tu vois. Mais ouais, je sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal à me mettre en route. Toujours. Et encore pire quand on part comme ça sur des horaires un peu bizarres, minuit, 2h, 3h. Je suis pas du matin. Je suis pas de la nuit non plus, en là, fait. T'étais mal parti parce qu'à départ à 2h du mat. Ouais, c'est ça. Et ouais, la mise en route est toujours un peu compliquée. Et là, en fait, j'ai eu des gros problèmes gastriques. Ce qui fait que je me suis mal alimentée. J'ai pas réussi à m'alimenter comme il fallait. Je me suis vidée. Qu'est-ce qui a fait ? Parce que tu es quand même expérimenté. Maintenant, l'ultra trail, tu maîtrises. La nutrition, voilà, les acquis, les compétences, tu les as. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'as pas réussi à faire ce que tu voulais ? Écoute, je sais pas. C'est ce que je disais la veille, justement. Je disais qu'on essaie toujours de reproduire ce qui se passe bien. En se disant ça s'est bien passé, je vais essayer de reproduire mon mode d'alimentation de veille de course, tout pareil parce que ça s'était bien passé. Et aucune course n'est comme une autre. Il suffit que tu sois plus fatigué, que tu n'aies pas mangé exactement la même chose, que tu n'aies pas mangé au même moment. Donc je ne saurais pas vraiment te dire pourquoi, parce que j'ai essayé de reproduire ce qui fonctionne. Mais ce jour-là, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, je ne peux pas dire c'est la chaleur parce que moi, j'ai pas eu chaud. La chaleur, je suis habituée à la Réunion, donc je sais pas. La première montée était plutôt bien. J'ai commencé à avoir un peu mal au ventre en haut du Semnoz et après, début de la descente, ça a commencé des coups de couteau dans le ventre. Voilà, et après, je me suis vidée et j'arrivais plus à bien manger, donc l'énergie n'était plus là. Ouais. Alors justement, j'ai l'impression quand même que tu es une coureuse qui arrive à s'exprimer dans la difficulté, qui arrive justement à se transcender. Tu nous l'as montré il y a quelques années sur la fameuse diagonale des fous. Tu as vu des problèmes au niveau de ton tibia assez compliqués et pourtant tu as réussi à aller à bout. Comment tu fais ? Comment tu arrives justement ? Parce que ça pourrait être de rien lâcher. Quel est est-ce que tu fais la prépa mentale ? Comment est-ce que c'est inné chez toi ? Comment tu arrives justement à rester toujours focus et à te dire non, je lâcherai rien ? Quand je prends un départ de course, l'objectif c'est d'arriver déjà. Peu importe finalement la performance, pour moi il faut que j'aille au bout de ma course. Sur une course comme hier, c'était pas un objectif. Comme Dorian, moi j'aime bien intégrer des courses dans ma préparation. L'objectif cette année c'est la Diag pour la 3e fois. J'espère faire mieux que l'année où je me suis fait mal au péroné. Donc voilà, c'est pas grave si ça se passe pas bien. Tu ralentis, tu profites d'autre chose en fait. Et c'est ce que j'ai fait hier. Ça n'allait pas. Bon c'est pas grave. J'ai échangé avec les autres coureurs. Il y avait mon assistance qui était là. On a passé des bons moments. Et voilà, juste tu te raccroches à autre chose. Juste passer un bon moment dans la montagne. Te dire tu fais une bonne balade et après c'est toujours des kilomètres et un très bon entraînement pour la suite. 90 km et plus de 5000, c'est pas forcément quelque chose que tu fais à l'entraînement facilement. Donc voilà, et puis après dans les moments où tu t'es blessé ou autre, ouais, c'est sûr qu'il faut pas non plus être idiot et aller au bout coûte que coûte. On en avait déjà parlé, je pense qu'il faut savoir faire la différence entre une blessure grave et une douleur qui est normale et qui se gère, quoi. Faut juste penser à l'après, faut se dire est-ce que ça remet en question ma suite. Voilà, quand ça remet pas en question la suite de la saison, tu mets ton ego de côté et tu dis voilà, c'était un jour sans, c'est pas grave, mais quand je suis en capacité d'aller au bout, je vois pas pourquoi je mettrais le clignotant en fait. J'ai pris un départ, c'est pour aller jusqu'à l'arrivée. C'est comme ça. Ça, c'est aussi ta particularité, c'est que finalement, tu es quand même je vais pas dire une compétitrice, mais tu es quelqu'un à la recherche de la performance, tu es quelqu'un qui veut s'améliorer, tu es quelqu'un qui veut faire mieux que la fois précédente. Néanmoins, tu arrives à faire la bascule. Voilà, même si ça va pas. On l'avait vu certaines années sur l'UTMB où il y avait des coureurs, notamment chez les garçons, ouais, ils sont pas dans les places qu'ils espéraient, puis tout de suite ils mettent le clignotant, ils s'arrêtent. On va pas leur jeter la pierre, c'est normal. Ils ont tout un parcours, ils ont des programmes, ils doivent faire des choix, il faut qu'ils gagnent, il y a des sponsors. Donc évidemment, un ultra, voilà, c'est pas un jugement ce que je dis, mais pas tout le monde a cette capacité-là de se dire tiens, je change d'objectif, ok, je suis plus mobilisé sur mon objectif initial, mais je vais quand même garder ce plaisir, profiter. Toi, tu es une amoureuse du sport en fait, tu es une amoureuse de la course à pied, c'est tout. Oui, tout à fait. Et comme tu le dis, on est tous différents. Il y a des gens qui sont dans la compétition et qui veulent être performants et qui courent pour un résultat. D'autres qui courent pour d'autres choses. À chacun de trouver sa bonne raison de se dépasser en fait. Et moi,
je suis compétitrice avec moi-même en fait, et pas contre les autres. Et c'est vrai que pour moi déjà de terminer dans cet état, c'est ma petite victoire à moi. Et voilà, j'évite de me comparer aux autres. Et je pense que c'est important sur l'ultra de se focaliser sur ses propres sensations, sur son propre objectif. Là, il y avait clairement beaucoup plus forte que moi, même si j'étais dans un jour avec. Moi, il y avait beaucoup plus forte que moi aujourd'hui, enfin hier. Donc ça, je l'accepte. Et au contraire, c'est hyper challengeant. Voilà, et il y a tellement de belles choses dans la compétition, autre que le résultat et la performance, que voilà, il faut se raccrocher à toutes ces autres choses. Et puis avec les années, on ne va pas non plus en progressant. Donc voilà. Bon, t'es encore jeune, t'as de belles, à mon avis, choses à faire devant toi. Comment t'as préparé cette Maxi Race? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec Adrien, c'est un parcours pas évident. Toi, t'es plutôt une spécialiste des parcours difficiles, des parcours longs. Là, il faut quand même beaucoup de polyvalence, il faut aussi pas mal de vitesse. C'est pas, voilà, t'es une coureuse rapide, mais c'est pas ta première qualité, même si t'as des bases, notamment avec ton ancienne vie où tu faisais un peu plus d'athlète pur. Comment est-ce que t'as préparé ça? Voilà, par rapport à une diag, est-ce que t'as touché quelque chose dans ta prépa? Comment t'as appréhendé la course? Alors justement, je ne l'ai pas préparé. En fait, c'était vraiment pas une course que j'avais cochée dans mon calendrier en disant il faut vraiment que j'arrive prête. Comme je disais tout à l'heure, je l'ai vraiment intégré dans ma préparation. Donc, j'ai rien fait de spécifique pour la Maxi Race. Moi, c'est vrai que la croix cochée, c'est la diag en fin octobre. Mais pour préparer le Maxi Race, ouais, faut faire, comme le disait Vincent, faut faire du dénivelé, faut faire de la montagne, faut faire des blocs de prépa, faut faire du spécifique aussi, parce que là, il y a des descentes très très longues et très cassantes. Donc les quadrilles, si on veut que tout ça tienne, il faut les préparer. Donc un bon mélange de montagne, de séances spécifiques, de vélo aussi. Je pense que le vélo est très intéressant aussi à intégrer. T'en fais beaucoup toi du vélo justement? J'en fais un peu plus depuis que je suis à La Réunion. Ouais, ouais. C'est ce que j'ai remarqué effectivement. Ouais. Et justement, ça t'apporte quoi? Est-ce que tu penses que ça l'impacte? Ouais, je pense que c'est faire de l'endurance sans les chocs. Donc tu peux travailler, tu peux faire du travail de force sur le vélo en travaillant un peu sur du braquet. Enfin, tu peux vraiment bien bosser sur le vélo. Et puis après, là-bas à La Réunion, tu as les paysages, il fait tout en beau. Quand tu es dans une région comme ici, c'est vrai que des fois il fait froid, il fait gris, il pleut, c'est moins évident. À La Réunion, c'est vrai que c'est presque facile, quoi. Tu pars, tu te régales et tu prends du plaisir à l'entraînement et voilà. Alors justement, c'est une bonne transition pour moi parce que je voulais te parler justement de La Réunion. Bon, toi, tu t'es installé là-bas. Là, je vois quand même que la Diagonale des Fous, ça reste un objectif extrêmement important pour toi. Tu es très apprécié des Réunionnais qui t'ont tout de suite adopté. Et moi, on connaît bien cette course parce qu'on y est maintenant. On la couvre souvent et on a vu à quel point les Réunionnais nous demandent voilà, si tu cours chaque année, si tu es là, comment ça se passe. Et ils t'encouragent énormément. C'est vrai qu'ils t'ont tout de suite adopté. Ça représente quoi pour toi? Pourquoi est-ce qu'absolument tu veux donner le meilleur de toi-même sur cette course-là? On dirait que c'est vraiment ta course de cœur. La Diag, c'est quoi pour toi? Alors, c'est une île de cœur. C'est pas forcément une course de cœur, mais c'est l'île de cœur. Ouais, je me suis installée là-bas il y a 2 ans et demi. C'est un endroit où je me sens bien. C'est un endroit où les gens sont accueillants. Il y a une énergie incroyable. Vous l'avez vu quand vous êtes venus, des couleurs comme nulle part ailleurs en fait. Donc au-delà du terrain de jeu pour s'entraîner qui est extraordinaire, voilà, il y a un état d'esprit que j'aime beaucoup, ce partage. C'est pas pour rien que ça s'appelle Réunion, les gens se rassemblent beaucoup en fait. Et ça se ressent beaucoup sur ce genre de course où les gens sont très reconnaissants de l'effort à tout niveau en fait. Du dernier au premier, voilà, c'est pas la performance qui prime. Il y a des gens qui se dépassent, qui arrivent à la fin du peloton, mais ils sont autant applaudis presque que les premiers. Et voilà, j'aime bien cet état d'esprit. Je m'y sens bien et du coup la Diagonale des Fous pour moi c'est une course quand j'ai commencé le trail qui me paraissait juste dingue. Traverser l'île dans ces cirques, quand tu t'entraînes là-bas, tu imagines pas en fait te dire je vais faire cette course. En fait, si c'est possible quand tu te prépares, tout le monde peut le faire. Alors à chacun ses objectifs, à chacun son rythme. Il y en a qui mettent 3 jours, il y en a qui mettent 25 heures. Mais ouais, c'est une aventure incroyable, la Diagonale des Fous. Tu passes par tous les états, tu passes par tous les le volcan, Mafat, la possession. Enfin, c'est incroyable la diversité des terrains que tu traverses. Voilà. Et puis moi, les 2 éditions que j'ai fait, parce que j'ai déjà fait 2 fois.
se sont pas passées comme j'aurais souhaité, donc jamais 203. De toute façon, ça se passe jamais comme on l'a souhaité sur la diagonale des fous. Je crois que c'est vraiment l'impression que voilà, disent tous les gens. Mais moi, je te rejoins. C'est vrai que c'est l'une des courses quand même les plus dures au monde, qu'on le veuille ou pas. En tout cas, par rapport au ratio de finishers. Alors, on peut trouver des courses extrêmes, mais si tu as 3 finishers, bon, voilà, est-ce qu'on peut vraiment les intégrer dans le parcours classique? Moi, je trouve que c'est l'une des courses les plus dures du monde, notamment avec la météo. S'il fait chaud, c'était le cas il y a 2 ans où vraiment ça peut. C'est un travail très très compliqué. Et finalement, c'est l'une des courses aussi sur ultra qui est aussi la plus populaire. C'est là où on va trouver. Alors, moi, je te rejoins. Tout le monde peut le faire, ce qui ne veut pas dire, parce que souvent on est critiqué parce que les gens ne comprennent pas. Les gens comprennent que tout le monde va le faire. Voilà. Ce qu'on veut dire, c'est que si on se prépare, si on le fait sérieusement, si on a aussi mentalement, on est capable de le faire. Et la Réunion, c'est un peu comme le marathon de New York. Tu vois qu'il y a vraiment des profils différents et des gens pourtant qui arrivent. Vraiment, c'est du travail, c'est le projet d'une vie pour beaucoup. Mais c'est la preuve. C'est UFD. Il suffit d'aller sur la ligne d'arrivée pour voir qu'il y a des profils extrêmement différents. Il y a une diversité incroyable. À l'heure où justement toutes les courses sur ultra sont en train de devenir de plus en plus élitistes, où il faut des points, où on voit justement ce côté, il y a un peu un changement de paradigme sur trail où il faut de plus en plus avoir des points, ça reste encore très très ouvert. La diversité, elle existe encore sur l'un des plus gros trails et ça c'est quelque chose de beau qu'il faut garder, je pense. Tout à fait, ouais, c'est vrai que les barrières horaires sont beaucoup plus larges sur la Diag que par exemple sur l'UTMB, ce qui permet aux gens de prendre un peu plus leur temps, pour ceux qui veulent le faire plus tranquille entre guillemets, parce qu'il y a des Réunionnais qui sont chez eux et qui s'arrêtent dormir, qui ont toutes les familles qui viennent. En fait, c'est comme tu disais, c'est un projet d'une vie, c'est un projet familial aussi, hein. Et ils sont portés aussi par la famille, par les amis. Ils arrivent, ils ont la famille qui est avec les glacières, qui font les ravitaux. C'est incroyable. C'est génial, voilà. Ça, moi, je l'ai retrouvé nulle part ailleurs, quoi. Écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir livré ton témoignage. C'était un plaisir de pouvoir te voir courir sur Annecy. Et puis voilà, tu es toujours souriante, lumineuse. C'est vraiment, on l'a vu encore sur le parcours, c'est un plaisir de te voir courir. Donc écoute, on espère te revoir très prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je vous propose maintenant qu'on accueille une autre championne qui vient à l'instant de finir son format marathon de la Maxi Race et tout juste médaillée, puisque tu viens de recevoir ta médaille de la première féminine sur cette course. Annelise Rousset-Séguré, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Comment est-ce que ça va? Je crois quand même qu'aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Merci à toi pour cette invitation. Et ça va bien. Ouais, ça n'a pas été facile parce que voilà, il y avait Rouf. Donc c'était une belle course. Je suis vraiment contente parce que ça faisait longtemps. On en a même parlé un peu sur le parcours. Depuis 2016 que la première fois on a couru ensemble. Et Rouf, c'est Rouf, quoi, c'est un monument. C'est vrai qu'elle n'était pas spécialement annoncée, c'était un peu la surprise de dernière minute là. Exactement, et c'est chouette. Je trouve ça génial en fait de pouvoir courir avec des filles de ce niveau-là. Alors tu connaissais un peu le parcours d'Annecy parce que tu avais déjà fait la version plus longue, je crois, notamment dans le cadre des championnats du monde. Mais c'était la première fois que tu venais sur le format marathon ou tu avais déjà couru cette distance-là? Non, c'est la première fois. Et justement, il y a une particularité, c'est que là, cette année, tu vas faire l'impasse sur les championnats du monde pour te concentrer sur la Hard Rock 100, que tu es en pleine préparation. Donc là, comment est-ce que tu étais? Est-ce que tu avais quand même prévu dans ton plan d'entraînement quelques phases d'assimilation pour pouvoir être au top de ta forme sur Annecy, ou au contraire, tu as préféré avoir une stratégie de charge et d'arriver avec les jambes un peu lourdes? On a chargé jusqu'en début de semaine, fin de semaine dernière. Là, cette semaine a été un peu plus light, donc il m'a quand même un petit peu préservé. Mais c'était pas forcément j'étais pas préparée pour l'objectif de façon optimale. Après, l'avantage c'était on était à côté de la maison, c'est toujours une magnifique course, donc voilà, c'était pas forcément l'objectif préparé à la perfection. Mais... Alors c'est une course qui fait rêver quand même beaucoup de monde parce que voilà, c'est un format qui reste encore accessible, qui est en France, un parcours qui est magnifique, pourtant pas évident. Quel conseil toi tu donnerais s'il y a des auditeurs, auditrices qui voudraient le courir par rapport à qu'est-ce que tu peux nous dire du parcours, la gestion de course, voilà, quelles seraient tes recommandations? Il n'est pas négligeable parce qu'on a quand même un ratio dénivelé et distance qui est quand même assez conséquent. Et puis marathon, la distance 40 bornes sur trail, c'est presque la distance, je dirais le 40 et le 80 sont les distances les plus difficiles. Parce que mine de rien, c'est pas si court que ça, 40 km, et ça va vite. Et là, il y a quand même 3000 de positifs. Donc c'est pas rien, et il faut travailler quand même la montagne. Il faut travailler le dénivelé, parce que prendre des 1000 d'un coup, voire au-delà dans la deuxième montée, ça force un peu. Il faut savoir se servir des bâtons. Je pense que c'est un allié qui est quand même très important là-dessus. Et puis, il faut travailler les distances
les descentes, et les descentes, pareil, où on prend 1000 de négatifs dans les pattes, ça fait mal. Donc, Tu t'attendais à autant de difficultés justement, parce que j'ai l'impression que pas surpris, mais peut-être qu'on a du mal à mesurer la difficulté de cette course. On peut se dire, bah tiens, c'est pas très long, surtout toi quand tu viens du trail. Tu t'attendais à autant de difficultés quand même aujourd'hui? on avait le profil du parcours. Donc déjà, ça donnait quand même une petite idée avec des bosses de 1000, une bosse de 1002 au milieu. On se doutait bien que ça allait être costaud. C'est vrai que je connais les sentiers quand même globalement. Après, il y a eu quand même des chemins que j'avais jamais pris, mais ça semblait bien monter à Talamarche. Donc, j'étais pas trop surprise. Alors, on l'a dit tout à l'heure, tu es en pleine prépa pour le hard rock, c'est vraiment l'objectif de l'année. C'est un rêve pour toi, ça représente quoi cette course? Je pense que c'est une aventure au-delà d'un trail en fait, la hard rock. Et maintenant, c'est un peu ce que je recherche. La hard rock, alors rêve, c'est peut-être pas forcément le mot est fort, mais en tout cas, c'est une belle aventure que j'ai envie de vivre. Le côté un petit peu sélectif, parce qu'on n'est pas nombreux au départ. Le côté très sauvage, parce que ça fait partie, je pense, des courses les plus populaires et à la fois les plus routes du circuit. Et c'est ça qui donne envie, ce côté vraiment intérieur des US. Et ça, j'ai envie, ouais. Il y a le côté rêve américain, c'est une course assez mythique qui a accueilli les plus grands aussi. Voilà, c'est l'équivalent à outre-Atlantique de notre UTMB, par exemple. Alors, toi, tu as une particularité aussi. On a eu Sylvaine, mais vous avez aussi un peu ce point commun, c'est que tu as un mental de fou. Et c'est vrai, quand on te regarde comme ça, tu as l'air plutôt, tu es quelqu'un d'assez réservé. Je vais pas dire que, mais tu fais quand même très réservé, très, très discrète. Et puis, on est très loin de se douter que tu es capable de traverser comme ça, de t'emmagasiner des grosses charges d'entraînement, d'être capable de rien lâcher. Et moi, je l'ai vu l'année dernière sur la Diagonale des Fous, on en parlait, mais voilà, c'était assez incroyable ce que tu arrives à faire. Je pense que les gens, quand ils te croisent dans la rue, ils sont même pas à 1% d'imaginer ce que tu es capable de faire. Ta source de motivation, justement, pour réussir à te dépasser comme ça dans le trail, où est-ce que tu vas la puiser? J'aime ça, déjà, faut le dire. Je pense que vraiment aller au-delà de l'effort, j'aime ça. J'aime m'entraîner. C'est pour ça aussi que je m'entraîne si dur. Après, c'est une aventure de couple aussi. Je fais beaucoup parce que Adrien me permet de faire des choses que j'aurais jamais imaginé de faire aussi. Donc il y a aussi ce côté, voilà, j'aime ce que je fais et de le partager, de le vivre aussi à deux, maintenant à trois avec le petit. Ça aussi, ça me permet d'aller loin, je pense. Alors, quand je te parle de source de motivation, je vois que la famille ressort presque en premier. Tu es une jeune maman aussi et on peut dire que la maternité, tu as quand même plutôt réussi parce que après ton accouchement, tu vas quelques mois après la réathlétisation faire ton GR20 où tu vas battre le record du monde. Ensuite, tu vas tu vas briller sur les différentes courses que tu as fait, la deuxième place à la Diagonale des Fous. Moi, j'ai l'impression que la maternité, t'as vraiment révélé avec ce GR20, le Trail du Bélier, la Diagonale des Fous. Tu as vraiment enchaîné les victoires, en tout cas les belles courses juste après ça. Est-ce que d'être maman, ça a influencé un peu ton approche justement du trail running? Est-ce que ça a eu un impact? Je pense que ça fait relativiser en fait. Alors d'un côté, ça se passe bien et c'est chouette de pouvoir le vivre aussi bien parce que je pense c'est incertain, après une grossesse, on ne sait pas comment on va revenir. Mais on vit les choses différemment. J'ai envie d'en faire moins et que je fais moins de courses, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on se donne aussi encore plus, je pense, parce que forcément ça demande un peu de sacrifice quand on fait les entraînements, quand on n'est pas avec le petit. Donc je me dis qu'aussi, voilà, ça a changé mon approche aussi pour ça, c'est que j'en fais moins, mais j'ai envie de le faire bien pour lui parce que ça m'a demandé un peu de sacrifice par rapport à lui aussi. Quel conseil tu donnerais peut-être aux futures mamans qui voudraient justement, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est des sociétés où on met un peu plus l'individuel en avant par rapport aux autres, où on veut faire des voyages, on veut se faire plaisir, le soi-même est de plus en plus important. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais c'est une réalité sociétale. Mais il y a quand même des mamans, des jeunes femmes qui veulent devenir maman, qui veulent justement pouvoir essayer de concilier les deux. Toi, tu es athlète de haut niveau, mais tu es aussi vétérinaire, donc une profession extrêmement difficile. Moi, je connais un peu les difficultés que ce métier va avoir, la charge mentale que ça peut donner. C'est loin d'être le métier le plus simple. Quel conseil justement tu donnerais aux ceux qui veulent, futur papa, future maman, pour concilier un peu passion et carrière tout en élevant ses enfants? Quel conseil tu pourrais nous donner? Je pense que tout est possible. Clairement, d'avoir un enfant, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. C'est important de le rappeler. C'est vrai, et c'est vraiment vrai.
Et la vie s'arrête pas ou se transforme pas. Nous, on a continué vraiment aussi parce qu'Adrien m'aide et me permet aussi. Voilà, tout est organisé, ça c'est sûr. On n'a plus trop la place à l'impro, mais notre vie n'a pas radicalement changé avec l'arrivée de Faustin. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on arrive à la vie est encore plus belle et on fait encore tout ce qu'on a envie de faire. Donc il faut pas se dire je vais avoir un bébé, ça y est. Je reste à la maison. Il y a plein de rêves, plein de projets à faire et les faire à trois, le partager en tout cas avec un petit bout, c'est encore mieux. Mais c'est important ce que tu dis parce que malheureusement dans les ruptures au sport, on se rend compte que... Alors il y a 2 ruptures au sport. La première rupture au sport, c'est le passage où on quitte l'adolescence. Les jeunes enfants font du sport, sont assez sportifs. Et ensuite vers 12-13 ans, et surtout c'est les femmes, il y a une rupture déjà qui se fait. Ceux qui restent, il y a une deuxième rupture, c'est les études secondaires, dès qu'on va passer à 20 ans et tout. Et ceux qui arrivent à maintenir la troisième point de rupture, c'est justement l'arrivée d'un premier enfant. Et justement, voilà, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait travailler, justement par des exemples comme les tiens qui montrent que bah oui, peut-être qu'on va un peu moins courir, mais justement, on va focaliser quelques gros objectifs, grosses échéances qui vont du coup aussi, bah, c'est un plaisir différent parce que c'est vrai que toujours être dans une boulimie de course, ça peut aussi avoir ses à côté, mais préparer une course, avoir qu'un objectif, être très focus, bah, finalement, c'est un plaisir qui est différent, mais c'est tout à fait possible. Et voilà, tes exemples, je pense que c'est important de le montrer. Ouais, en tout cas, voilà, si ça peut servir un petit peu, ouais, je recommande à tout le monde, c'est incroyable. Même s'il faut s'adapter. Bah, merci beaucoup Annelise, on va pas te déranger plus longtemps parce que je sais voilà, que tu as de la récupération et puis il faut quand même qu'on continue à préparer cet Hard Rock 100. Donc la récup, c'est quand même essentiel. On a hâte de te voir courir de l'autre côté de l'Atlantique. Bravo encore pour aujourd'hui, puis bah, je te dis à très bientôt. Merci à toi. Je vous propose maintenant d'accueillir Manu du site Wanna Run. Manu va nous parler des indispensables en matière d'équipement pour se lancer, débuter dans le trail. Manu, tu n'es pas avec nous à Annecy, malheureusement. Tu ne peux pas profiter de cette magnifique vue qu'on a sur le lac. Mais est-ce que ça va quand même pour toi ? Salut Guillaume, salut tout le monde. Bah effectivement, ouais, j'ai un ami qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Alors voilà, j'avais réservé la journée pour lui, mais je suis quand même content d'être à distance avec vous. Manu, alors aujourd'hui tu vas nous parler d'équipement trail. C'est vrai que là c'est le retour des beaux jours. Il y a beaucoup de nos auditeurs et auditrices qui vont vouloir s'essayer peut-être à nouveau sur les sentiers, laisser un peu de côté le bitume pour aller profiter des merveilleuses choses que la nature a à nous offrir. Bien sûr les questions d'équipement elles se posent et justement tu nous as sélectionné pour nous quelques articles qui sont pour toi les indispensables pour se lancer sur le trail. Est-ce que c'est bien ça ? Ouais, tout à fait. Tu m'as dit, voilà, on a des auditeurs qui font beaucoup de routes et tout, et là, les beaux jours sont là, donc c'est l'occasion de se mettre au trail, mais effectivement, il faut quand même prendre quelques précautions avant de se lancer, surtout à Annecy, où il y a quand même des endroits peut-être un petit peu dangereux, donc il faut avoir du matériel qui soit adapté. Alors justement, quel est ton premier conseil en matière d'équipement, Manu ? Alors, le premier conseil, évidemment, c'est les chaussures. C'est fondamental pour le trail. Il faut des chaussures confortables avec un minimum d'accroche. J'ai vu parfois sur des trails des coureurs qui venaient avec des chaussures de route. Ouais, avec des chaussures de route, vous risquez de les abîmer beaucoup plus vite et puis vous risquez un peu de vous mettre en danger, hein. Dès que le terrain devient technique, si vous passez à un endroit où il y a un ravin juste à côté, ça serait dommage de glisser. Donc, les principaux points de différence entre une chaussure de trail et une chaussure de route, c'est une semelle d'accroche avec des crans spécifiques et en général une gomme qui a beaucoup plus d'accroche. Un mesh qui est beaucoup plus résistant, sinon vous risquez de l'abîmer beaucoup plus vite quand on passe à des endroits où il y a des ronces, des pierres, où ça frotte sur les côtés. Donc, il faut quand même quelque chose d'un peu plus résistant. Et puis aussi, il y a souvent des pare-pierres devant parce que des fois, on tape dans une pierre et puis il ne faudrait pas s'abîmer les doigts de pied. Et en matière de chaussures, est-ce que tu as des recommandations à nous faire pour des chaussures polyvalentes qu'on peut utiliser sur trail, même si on a un petit peu de bitume? Tu vois, généralement, on n'est pas directement sur les sentiers de trail. Il faut qu'on court un petit peu avant de rejoindre la forêt ou les montagnes. Donc, voilà, des chaussures qui soient quand même un petit peu polyvalentes. Est-ce que tu as des recommandations à nous faire? Alors, comme on est à Annecy et puis qu'il y a une marque française qui est locale, je parle bien sûr de Salomon, j'ai choisi de vous proposer la SenseRide 5, qui a un prix tout à fait raisonnable puisqu'elle est à 130 €. C'est une chaussure vraiment polyvalente pour débuter, c'est vraiment super bien. C'est relativement léger puisqu'elle doit être dans les
les 180 grammes pour un 42. Il y a des crampons qui sont tout de même assez raisonnables, ce n'est pas non plus des échasses, ils font 3 mm et demi. Ça va vous permettre de faire la petite transition sur le bitume. Sur les courses, on sait toujours qu'il y a une petite partie de bitume au début, des fois pour un peu étaler le peloton. Donc ça, c'est vraiment, moi, je trouve un super modèle, vraiment accessible. Ceux qui sont un peu exigeants sur les couleurs, il y a plusieurs couleurs, donc vous pourrez choisir. Et puis, si vous vous lancez dans un trail plutôt en période hivernale, vous allez trouver une version Gore-Tex de ce modèle. Donc ça va être pour des coureurs, on va dire, de poids raisonnable. Si vous êtes un petit peu plus en surpoids, je vous dirigerai plutôt vers une Ultra Glide 2, où il y aura un peu plus de confort. Et puis, c'est des modèles qui sont dans les caractéristiques assez similaires. Mais donc voilà, je vous proposais les deux là. Manu, alors la spécificité du trail, c'est que c'est des courses un peu plus longues où parfois il faut pouvoir emporter ses gels, être en autonomie, donc emporter sa nutrition, ses liquides aussi pour pouvoir s'hydrater. Il y a aussi toutes les questions du matériel obligatoire. En cas d'averse, il va falloir pouvoir se couvrir parce que la montagne, elle est piégeuse aussi. Et donc la question du sac, elle se pose. Et là, il existe une multitude d'offres à des prix qui vont du simple au, alors j'allais dire du double, du triple, mais des fois c'est un multiple de 1 à 10 tellement que les prix peuvent varier. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ça ? Est-ce que tu as des recommandations à nous faire pour un premier bon sac de trail à des prix abordables ? Voilà. Alors, ce que je me suis mis, donc c'est la position de quelqu'un qui démarre et puis qui va peut-être aller jusqu'à un trail, on va dire de 20, 30, maximum 40 km. Donc, il faut savoir que les sacs de trail, ça a énormément évolué et qu'il y a une contenance. Donc, on va commencer en général sur des sacs qui vont faire 4 litres et on va jusqu'à 25 litres. Donc, effectivement, le prix aussi, en fonction de la complexité, du nombre de poches, etc., il augmente forcément. Donc, c'est pour ça que tu peux constater des fois des prix qui sont un peu différents. Moi, ce que je vous propose pour aller jusqu'à, on va dire, 40 km, c'est une contenance qui va aller de 8 à 10 litres. Donc, moi, dans la gamme Salomon, j'ai un Active Sense 8. Il est donc 8, forcément c'est un 8 litres et il est livré avec 2 gourdes souples de 500 ml. Donc ça va vous faire déjà 1 litre de contenance. En général, dans les trails, effectivement, comme tu le disais, les ravitaillements sont plutôt espacés. Donc des fois, on a 10-15 km sans ravitaillement. C'est pas pour vous embêter, c'est pour des raisons logistiques, parce qu'il y a des endroits, c'est un peu compliqué de faire un ravitaillement où les gens vont s'arrêter et puis amener de l'eau sur place et tout, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, donc il faut en général au minimum 1 litre de boisson et puis pouvoir mettre quelques gels et puis comme tu l'as dit, mettre une veste, etc. Donc là, ce modèle, le Salomon Active Sense 8, donc 1 litre de contenance avec 2 gourdes et vous allez le trouver là en ce moment sur Iron, il est à 90 €. Donc moi je trouve que c'est un bon investissement si vous débutez, ça reste un prix raisonnable et puis vous allez pouvoir faire, si vous faites attention à pas trop l'abîmer, vous allez faire quelques années sans problème. Alors petite précision, il faut savoir que on parle plus de sacs, mais c'est quasiment des vestes, puisque vous allez voir, c'est presque un chasuble. Et il faut faire attention quand vous le choisissez, parce qu'il y a des tailles. Au même titre que quand vous choisissez un t-shirt, vous allez avoir des tailles de sacs qui vont de S, M, L, XL, etc. Ah, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, on n'a pas forcément tous cette info. Même moi, je ne savais pas forcément qu'il y avait des tailles dans les sacs d'hydratation, les sacs de course ou les vestes, comme tu dis maintenant. Est-ce que tu as d'autres recommandations à nous faire, Manu ? Ouais, alors là, je faisais le petit tour sur le site Iron pour vous dégoter un petit produit intéressant. Tu as parlé de la veste. Pour moi, effectivement, la veste, c'est un indispensable du trail et souvent, c'est sur certaines courses obligatoire. Donc là, en ce moment, il y a une promotion aux environs de 110 €. Vous avez une Salomon Bonatti qui est une veste spécifique et elle est déperlante et puis respirante. Et elle est juste sur la limite, en général, on parle de Schreiber là, pour avoir le fameux 10 000, 10 000. Et celle-là, voilà, 110 €, vous avez une veste qui est acceptée sur la grande majorité des trails, au passage au matériel obligatoire. Donc vraiment, super affaire. Merci pour le bon plan. Je crois que tu vas terminer cette sélection avec une montre et pas n'importe laquelle.
Ouais, c'est vrai qu'on parle souvent de montres et puis là, il y a une grosse nouveauté qui vient de tomber de la marque Suunto. Suunto qui est un peu en position de challenger sur le marché des montres GPS. On sait que Suunto, c'est une marque finlandaise qui est fabriquée, conçue et produite en Finlande. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, alors je crois, alors de tête, je te dis, ils ont fait le coût carbone, comme on parle beaucoup de coût carbone en ce moment, de la montre, donc de sa création, de sa production. Et on est à 6 kilos carbone, donc c'est vraiment ridicule parce que dès que vous prenez votre voiture, vous partez beaucoup plus au-dessus de ça. Donc, Suunto, l'an dernier, ils avaient sorti la Suunto 9 Peak Pro. Et ben là, ils ont sorti la grande sœur qui est plus grosse, puisque c'est une montre qui fait 49 mm. Il y a une autonomie record puisqu'on est à plus de 60 heures avec toutes les options activées. GPS double fréquence, relevé de la fréquence cardiaque, etc. On a un cristal de saphir et nouveauté chez Suunto, maintenant, elle se recharge au soleil, comme une autre grande marque très connue. Et sur ce modèle, il y a la cartographie embarquée. Donc vraiment, voilà, Suunto revient très très fort avec la Suunto verticale, revient très fort dans le milieu des montres. Et voilà, il y aura un boîtier titane et un boîtier acier. Et les prix commencent à 599 €. Donc un prix très intéressant compte tenu de toutes les nouveautés, de la taille, de l'autonomie. C'est vraiment un super produit. Merci infiniment Manu pour tous ces précieux conseils. Vous pouvez évidemment retrouver toute cette sélection sur le site de Dans la tête d'un coureur, www.dltdc.fr. Vous allez retrouver toutes les références, tous les articles dont Manu a parlé. Donc ne vous embêtez pas et allez faire un tour sur notre site. Avant de se laisser, je tiens à remercier les équipes de la Maxi Race pour leur accueil et en particulier Martin, Anne et Laurent. Une très belle édition, très bien organisée. Donc vraiment, si vous avez envie d'y participer, eh bien n'hésitez pas, vous n'allez pas le regretter. Merci également aux équipes d'Iron, en particulier à Simon, Virginie, Anouk ou encore Alexis. Et bien sûr, merci aux équipes de Sunday Night Productions pour cette très belle délocalisation sur la course d'Annecy. Lauriane, Pierre-Emmanuel, Nolwenn, Justine. Rendez-vous dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. À très vite.